Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Cynthia Raymond, designer d'intérieur et fondatrice de l'entreprise Utopie Atelier Design. Alors que Cynthia a commencé comme travailleuse autonome, elle est rendue aujourd'hui, après seulement 5 ans, avec une équipe d'une dizaine de personnes pour l'aider à servir sa clientèle qui ne cesse de grandir grâce à des services complets et de très haute qualité. Dans cet épisode, on parle de ce qui l'a mené vers le design et l'entrepreneuriat, comment elle a réussi à tailler sa place dans une industrie majoritairement masculine, comment elle place l'humain au cœur de son entreprise et bien plus. Bonne écoute! Salut Cynthia, comment tu vas aujourd'hui? Salut Tania, ça va bien et toi? Ça va, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment heureuse de t'avoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. En fait, la raison de pourquoi je suis sur le podcast de Tania aujourd'hui, c'est qu'on s'est rencontrés dans un événement entrepreneurial qui était, c'était-tu avant les fêtes? Non, parce que j'étais au Mexique pendant les fêtes, fait que je pense que c'était en revenant vers le mois de mars, si je me trompe Ah, pas. c'est vrai, ça fait longtemps en fait. Ça fait un petit bout. Mais oui, c'est Ouais. super le fun. Puis on a discuté d'entrepreneuriat, puis ça m'a donné envie de t'inviter sur le podcast pour partager ces discussions-là avec plein de gens qui ont cette passion-là, comme nous. Donc, moi, je connais un petit peu ce que tu fais, ton histoire, mais est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui n'ont aucune idée, t'es qui et ce que tu fais dans la vie? Absolument. En fait, je m'appelle Cynthia Raymond, je suis designer d'intérieur, donc ça fait 5 ans que je fais ce métier-là. Au début, j'ai vraiment démarré comme travailleur autonome, donc je n'avais pas d'équipe à ce moment-là. Moi, ce que je voulais vraiment principalement, c'était de trouver, je pense un peu comme tout le monde là, de notre génération, trouver un métier euh, qui allait me permettre de travailler sans avoir l'impression de travailler. Je voulais vraiment un travail que j'allais aimer, que j'allais être passionnée. Puis, pour être honnête avec vous, moi, j'ai été sur des chantiers vraiment toute petite. Ma mère, qui était monoparentale, en fait, elle avait trouvé ça comme moyen, en fait, de comme un peu se débrouiller dans la vie, si je peux dire, d'avoir un revenu considérable en achetant des reprises de finances, des maisons qu'elle rénovait. Ben, je dis qu'elle rénovait, mais on rénovait vraiment tout le monde ensemble. Donc, Wow. tu sais, je te dis, Tania, j'ai des souvenirs de moi à peut-être 12 ans, que je visse du contreplaqué, j'ai ma drill dans mes mains, puis Wow. je te jure, c'est vraiment des beaux moments. Des beaux souvenirs aussi, sans rentrer vraiment dans ma vie personnelle parce que je pourrais en parler vraiment longtemps, mais ça n'a pas toujours été super facile avec ma famille non plus. Tu sais, ma relation, on dirait que je me suis toujours sentie comme le mouton noir. Fait qu'on dirait que c'est justement les seuls, ou ben, je dis les seuls, mais tu sais, j'ai plein d'autres beaux souvenirs avec eux, mais je veux dire, c'est des beaux highlights que j'ai avec ma famille de ces moments-là où on rénovait ensemble, mais tu sais, sans savoir que j'allais faire ce métier-là finalement plus tard. Puis le pire là-dedans, c'est que je me suis tellement cherchée, j'ai tellement eu une crise existentielle qui a été forte de comme 20 à 25 ans. Puis, je me cherchais, je voulais tellement trouver le métier que j'allais justement adorer. Puis, tu sais, même quand j'ai débuté en design, je me remettais souvent en question si j'étais dans le bon domaine parce qu'on s'entend que c'est quand même un domaine qui, on va dire, un peu plus difficile, le domaine de la construction, surtout étant une femme, si je peux dire, de prendre
sa place est d'arriver, puis comme moi, j'arrive, je prends de la place, je parle fort, je dis fort. C'est sûr que quand j'arrive sur un chantier, j'ai l'air d'une petite fille, puis quand je commençais, ben j'avais l'air encore plus jeune. Fait que c'est sûr que les gens, tu sais, des fois, ils me regardaient même pas. Ils te respectent pas, puis c'est vraiment condescendant, en fait, le comportement que les gens avaient à ce moment-là parce que j'avais pas de crédibilité. Puis c'est de bâtir cette crédibilité-là aussi qui est, je pense, la plus difficile. Mais en même temps, je pense que j'avais le caractère avec tout le vécu que j'ai eu aussi, comment je pourrais dire, sans comme aller sur une conversation qui va durer 3 heures avec toi. Mais honnêtement, tu sais, j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses durant mon enfance qui étaient difficiles. Puis on va dire que ça a forgé mon caractère. Puis je pense aujourd'hui que si j'avais pas vécu toutes ces épreuves-là, j'aurais pas été en mesure d'avoir, mon entreprise, mais aussi une entreprise en construction étant une femme, tu sais. Puis je pense que comment je pourrais dire, comment on voit la femme dans le monde de la construction aujourd'hui, c'est une vision qui a vraiment bien évolué, je trouve, au sein de la société. C'est beau aussi de voir, il y a beaucoup plus de femmes en construction. Même nous, on collabore avec un contracteur, en fait, qui travaille sur nos chantiers. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'employés dans son équipe qui sont des femmes. Et c'est fou comment elles ont des qualités sur les chantiers que les hommes n'ont pas. Sans dire que les hommes ne seraient pas compétents, par exemple, mais c'est ça. Je pense que ça amène des qualités sur un chantier, de la minutie, vraiment des choses qui vont différencier que justement un chantier va être réussi versus quelqu'un qui aurait un petit peu plus bâclé la job, là, si je peux dire. Ouais, ben je comprends ce que tu veux dire. Je pense que les hommes et les femmes se complètent bien, ça prend les deux, puis c'est ça qui fait que ça crée une belle dynamique. J'ai plein de questions pour toi suite à ton intro, mais premièrement, qu'est-ce qui a fait que tu es allée en design? Tu sais, parce que de ce que je comprends, quand tu étais jeune, tu touchais vraiment un peu à tout. Pourquoi le design en particulier? Par où commencer, en fait? C'est plus ça. Parce que j'ai plein d'idées qui se bousculent dans ma tête, mais je vais essayer d'être ordonnée dans mes idées, puis arrête-moi si jamais tu as des questions. Parfait. En fait, qu'est-ce qui a fait à la base que je me suis dirigée vers le design? Tu sais, quand tantôt je parlais que j'ai eu une crise existentielle, je me suis beaucoup cherchée. En fait, il y a beaucoup de choses que, avec du recul aujourd'hui, je regarde dans mon passé, puis je suis comme, of course que j'allais être designer, parce qu'il y avait plein de signes qui me disaient clairement que j'étais faite pour être ça, puis qu'à l'intérieur de moi, tu sais, on dit souvent qu'à l'intérieur de nous, on a déjà la réponse, mais c'est de la trouver, de faire ce travail-là intérieur. Puis durant ces années-là aussi, de mes 20 à 25 ans, j'ai fait un travail énorme sur moi pour justement détruire beaucoup de croyances limitantes que j'avais, que ça soit dans mes relations avec ma famille, avec des traumas. Je pense qu'on a toutes des blessures d'enfance aussi qu'on a à gérer d'une manière ou d'une autre. Donc, bref, où je m'en allais avec ça, c'est que... Ça a été quoi ton déclic pour que tu aies en design? C'est ça, exact. Mais tout ça pour dire que toutes ces petites choses-là que je ne voyais pas durant cette période-là où j'étais comme en crise existentielle, c'était tellement obvious que j'allais faire ça parce que c'est vraiment niaiseux les exemples que je vais te donner. Mais je suis sûre que ça va te faire rire. Je sais pas si tu as le jeu Les Sims. Oui, j'ai joué quand j'étais jeune. C'est ça. Bon, ben moi, je jouais à ce jeu-là. Un été de temps, on se faisait garder, en fait, là, chez ma tante. Donc, j'étais avec ma cousine, puis on jouait à ce jeu-là sur l'ordinateur. Et le trip que j'avais quand je jouais aux Sims, c'était de construire des maisons. Et quand j'avais terminé de construire la maison, puis que c'était comme le moment de faire un Sims puis de le mettre dedans, ben j'arrêtais de jouer. Tu comprends? Fait que moi, mon trip, c'était de faire des maisons dans les Sims. Après, j'ai découvert, dans le temps, il y avait comme des vieux catalogues d'architecture que ma tante, quand elle s'était fait construire, elle avait acheté pour regarder des plans de maison comme style dessin de Drummond un peu.
Puis là, moi, ce que je faisais, c'est que j'épluchais ça, puis j'analysais les plans des maisons, puis je prenais des papiers quadrillés, puis j'essayais de redessiner, puis de modifier des choses. Fait que c'était comme une activité d'été que je faisais. J'avais vraiment déjà un intérêt à dessiner des plans, mais comme quand t'es en crise existentielle, puis tu te cherches, tu repenses pas à ces choses-là. Fait que là, aujourd'hui, je suis comme, ah, c'est vrai, je faisais ça quand j'étais jeune. Puis après ça aussi, les souvenirs, parce que justement, dans mon développement, il y a eu plusieurs étapes. En fait, ce qui est arrivé, c'est que mon cerveau a bloqué pour se protéger plusieurs souvenirs. Fait qu'il y a des souvenirs que encore à ce jour aujourd'hui, qui font surface. Donc, ces souvenirs-là, moi, c'est comme si mon cerveau les avait effacés pour une certaine partie de ma vie pour me protéger parce que de tel âge à tel âge, ben, il s'est passé beaucoup de choses, tu sais. Fait que mon cerveau, en voulant m'enlever ça, bref, tu comprends. Fait que ça fait en sorte que ça enlève les beaux souvenirs aussi, puis il y a des choses que j'avais oubliées qui là refont surface, puis je suis comme, ah, of course que ça avait rapport. Mais qu'est-ce vraiment qui a fait que j'ai fait le saut puis j'ai été m'inscrire pour faire le cours en design? À ce moment-là, j'avais un copain, sa cousine venait, elle, de graduer de la technique de design d'intérieur à Trois-Rivières. Puis à ce moment-là, moi, j'habitais à Drummondville. Okay. Donc, c'était quand même accessible pour moi. Le cours en design d'intérieur aussi, pour ceux qui auraient peut-être un intérêt à peut-être étudier là-dedans ou quoi que ce soit, je sais qu'il va se donner à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Sinon, tu sais, je veux dire, ça se donne pas dans toutes les cégeps. Donc, à Drummondville, c'était pas disponible. Il aurait fallu que j'aille à Trois-Rivières. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'idée a fait son bout de chemin, pardonne-moi, dans ma tête. Et le temps que je me décide à m'inscrire, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au cégep, il y a comme 3 tours pour les inscriptions. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Comme tu dois t'inscrire je me souviens. Telle date limite. Je pense que c'était comme quelque chose comme le 1er mars, il fallait s'inscrire pour le premier tour, mais là, si tu n'étais pas pris, puis tu t'inscrivais au deuxième tour dans un autre cégep, par exemple. Puis il y avait 3 tours comme ça. Puis c'est le souvenir, là, je te jure, Tania, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je m'assois à mon bureau dans le temps quand j'habitais chez ma mère. Donc, je m'assois à mon bureau. J'ouvre la page du cégep de Trois-Rivières, j'arrive pour m'inscrire, puis ça dit que les inscriptions sont fermées et que le 3e tour, je te jure, venait de se terminer la veille, hier, ce jour-là. Fait que qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'attende 1 an. Wow. Et là, à ce moment, il a fallu que j'attende 1 an avant de pouvoir m'inscrire, en sachant pas si j'allais être acceptée. En même temps, j'ai tout le temps eu des bonnes notes. Il n'y avait pas de raison qu'il allait faire que j'allais pas être acceptée. C'est pas un programme qui est contingenté non plus. Donc, ben, c'est ça. J'ai attendu 1 an. Je suis allée sur le marché du travail. J'ai été travailler chez Bell. J'ai été vendre... c'était télé, Internet, téléphone, les services résidentiels. Fait que c'est ça. Je te dirais, dans le fond, pendant que j'attendais ce 1 an-là, ça a tellement été challengeant, en fait, parce que mon but était clair. Au moment où j'ai voulu m'inscrire en design, je savais que je voulais mon entreprise. Puis ce qui est arrivé aussi dans mon cheminement, j'ai tellement un cheminement, on va dire, scolaire qui a été atypique parce que quand j'ai gradué en secondaire 5, j'ai fait un peu l'erreur de... Ben, pas l'erreur, c'était... Tu sais, je veux dire, je regrette rien, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis, mais j'ai été dans un deck parce qu'une amie de qui j'étais proche à ce moment-là allait dans ce programme-là, puis moi, je savais tellement pas ce que je voulais faire, fait que j'étais allée faire un deck en arts et lettres, en langue, puis j'ai pas haï ça, tu sais, ça reste que c'est de la culture générale, mais j'avais zéro motivation, puis quand tu sais que c'est pas fait pour toi, là, j'avais commencé quelque chose, puis j'étais comme, tu sais, t'as commencé, fini-le, tu sais, je voulais au moins avoir mon diplôme. Donc, je pourrais t'en parler longtemps, mais en vrai, qu'est-ce qui a fait que le DEC, en fait, c'est un DEC de 2 ans, c'est un prix universitaire. Je l'ai fait en 3 ans parce que j'ai lâché des cours après la date d'abandon. Ma cotère a descendu, donc par la suite, c'est ça. Il y a eu une dépression qui a commencé aussi au travers de tout ça. Donc, le pourquoi j'avais abandonné des cours après la date d'abandon parce que j'étais plus capable mentalement
d'aller à mes cours, c'était trop difficile pour moi. J'étais vraiment à bout. Puis j'avais vraiment justement des traumas d'enfance qui revenaient, qui refaisaient surface, que j'avais pas le choix d'affronter à ce moment-là dans ma vie. Puis, c'est ça. J'ai fait mon DEC en 3 ans, sachant très bien que je ne voulais pas aller à l'université parce que ça ne m'appelait pas. Je sentais pas que j'allais manquer quelque chose en n'y allant pas. Puis là aussi, les options étaient quand même limitées. Si j'avais fait, par exemple, un DEC en, on va dire, sciences humaines, tu peux un peu aller dans n'importe quoi à l'université, mais là, mon DEC était comme vraiment niché, on va dire. Fait que j'aurais comme pu aller en traduction, mais ça ne m'appelait pas du tout. Par contre, qu'est-ce que j'aimais de cette idée-là et que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la job de traductrice ne me tentait pas du tout, mais j'aurais pu travailler de la maison, tu comprends? Donc là, j'ai comme découvert que, j'ai un intérêt peut-être d'être travailleur autonome. Et mon idée vraiment cheminer et on va dire, c'est comme si je venais de planter une petite graine dans ma tête, puis ça l'a pris vraiment plusieurs années avant que je comprenne que, OK, je veux vraiment être mon propre patron, je veux avoir mon entreprise. Et c'est justement ça qui fait que quand je me suis inscrite en design, mon idée était très claire, que je voulais mon entreprise. Je suis le genre de personne aussi que quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs non plus. Fait que mon idée, tu sais, j'ai une direction qui est super claire. J'ai un objectif. Je vais faire tout ce que je peux pour accomplir, me rendre en fait à bon port. Donc, c'est ça. Je savais clairement que je voulais avoir mon entreprise. Puis comme j'ai dû attendre 1 an entre les 2 decks, ça a fait en sorte que quand moi, je suis allée faire mon deck en design intérieur, j'étais avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes. Puis à ce moment-là aussi, ça a vraiment été le plus creux de ma vie où je me suis rendue. Puis vraiment, quand je te dis les traumas d'enfance refaisaient surface, j'ai des souvenirs très clairs de moi à l'école. On avait toutes des stations de travail. On travaillait sur des logiciels, dans le fond, pour faire des dessins de plans. Sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD pour ceux qui connaissent. Puis, il y a des fonctions dans ce logiciel-là que tu rentres. Donc, je sais pas, on va dire que tu veux dessiner un rectangle, mais que tu vas faire REC, qui est le raccourci pour rectangle. Donc, tu vas juste taper des fonctions, puis entrer des mesures, puis tu vas pouvoir dessiner à l'aide de ce logiciel-là. Mais à ce moment-là, le souvenir clair que j'ai, c'est que j'étais en train de dessiner, puis j'ai vraiment blacké out. Mais à ce moment-là, je faisais des crises de panique à tous les jours, régulièrement, des fois 2 fois par jour, parce que le stress que mon corps voulait sortir via la crise de panique, mon subconscient me criait des choses que je devais affronter, qui étaient justement ces traumas d'enfance-là. Puis, ce que, en fait, mon corps, c'est fou comment le cerveau et le corps, biologiquement parlant, est vraiment intelligent, à quel point il voulait me protéger, mon cerveau. Quand je faisais une crise de panique, il voulait pas que je revoie les souvenirs, donc je perdais la vue. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais c'est vraiment des crises de panique sévères que je faisais. Ça m'arrivait parfois aussi d'entendre, comment je pourrais t'expliquer? Je perdais l'ouïe aussi. Ça faisait comme un bip dans mes oreilles, comme un peu une télé là, il n'y a pas de signal, un peu le son. Okay, ouais. J'entends, ouais. puis je perdais la vue et il n'y a rien de plus. Puis tu sais, là, je t'en reparle, mais comme j'ai la chair de poule parce qu'on dirait que je le revis, mais c'est tellement un mécanisme de défense, en fait, qui est fort parce que mon cerveau ne voulait plus que je voie les choses horribles que j'ai vues quand j'étais jeune. Donc, à ce moment-là, j'étais à l'école et j'ai blacké out carrément. J'ai perdu la vue. Et là, je me rappelle, j'étais dans mon cours, puis on était vraiment comme en période de travail libre. Donc, la prof parlait pas. Fait qu'à ce moment-là, j'aurais pu me lever et aller à la salle de bain, par exemple, tu sais, sans déranger personne. Mais ça reste que je voyais plus rien.
c'était comme un moment tellement de stress intense parce que juste de me lever, puis de me diriger vers la porte, aller dans le corridor, aller mettre de l'eau dans le visage à la salle de bain, juste me rendre à la salle de bain, c'était une aventure en soi. Fait que, je te jure, ça a vraiment été une période de ma vie qui a été rough. Autant par mes crises de panique que toutes les choses auxquelles j'ai dû faire face de mon passé. Mais en même temps, comme je te dis, ce développement personnel-là, c'est sûrement la plus belle chose qui me soit arrivée. Puis après avoir, on va dire, guéri de ma dépression, j'en ai tellement, discuté souvent avec mon chum que on a des grosses conversations tard le soir, on a des belles conversations ensemble. Puis quand on reparle justement de cet épisode-là de ma vie, qui était vraiment, vraiment pas très beau, on va dire, je lui dis, c'est tellement le plus beau cadeau que la vie me fait, honnêtement, cette dépression-là, parce que c'est comme si j'avais un abcès que je cachais, puis que c'est toutes des choses que je repoussais. Puis c'est comme si la dépression avait crevé l'abcès carrément. J'avais pas le choix de faire face à toute ma vie en entier, finalement. C'est tellement une belle façon de le voir avec un pas de recul, là, comme ça. Ouais, c'est vraiment, mais tu sais, aujourd'hui, je suis capable de voir avec tout le cheminement que j'ai fait, ce que ça m'a apporté, autant comme amie, comme meilleure blonde, comme meilleure fille envers ma mère, puis of course, comme une meilleure gestionnaire d'entreprise. Je suis quelqu'un, comme tu pourras deviner, qui est très humaine par rapport à justement mon vécu. Mais d'être humaine avec les gens de ton équipe, avec tes clients, d'avoir une approche qui est vraiment juste, on s'entend là, être à l'écoute. C'est vraiment quelque chose de basique dans la vie, mais les gens le font pas assez. Puis je pense que c'est toutes des belles, on va dire, compétences ou des skills que au niveau de mon développement personnel, j'ai été développée. Puis même, des fois, moi, je me surprends à avoir des comportements que l'ancienne Cynthia, avant de vivre ma dépression, j'aurais pas réagi de cette façon-là. J'aurais réagi d'une manière qui aurait été beaucoup plus négative, par exemple. Puis aujourd'hui, je suis comme, wow! Je suis donc bien une belle personne, genre. C'est vraiment niaiseux de la manière que je le dis, mais faut prendre le temps quand même de se donner des petites tapes dans le dos de, tu sais, dans la vie, il y a des gens autour de toi qui vont, que tu vas croiser sur ta route, qui vont être fiers de toi ou qui vont être reconnaissants. Mais la fierté de toi à toi, ça n'a tellement pas la même valeur. Puis d'être vraiment aware de qu'est-ce qui a été capable d'accomplir, comment je pourrais dire, à l'intérieur de toi. C'est vraiment pas tout le monde qui a un intérêt aussi dans apprendre à se connaître, faire du développement personnel, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Puis je pense que ça a un impact aussi sur justement comment mon entreprise va se développer, la manière que je vais prendre les décisions aussi. Puis on s'entend, tu le sais, tu as une entreprise toi aussi, ça amène son lot de stress, mais après ça, comment je vis avec ce stress-là au quotidien? Comment je réagis face à telle ou telle situation? Fait que je pense que c'est toutes des choses qui m'ont justement permis de gérer le stress énorme qui vient finalement avec la charge de travail de l'entreprise que j'ai parce que on s'entend que il y a des jours où je me demande moi-même comment je fais pour gérer quelque chose d'aussi gros que ça. Je sais pas, mais je le fais puis c'est naturel pour moi. Mais ça reste que on est juste des êtres humains, on n'est pas des robots. Fait que, à la fin de la journée, ça reste qu'il y a des moments tu peux vraiment fragmenter le moment où tu peux vivre tes émotions. On s'entend, s'il y a quelque chose, une situation qui arrive, ça m'affecterait vraiment beaucoup, puis j'aurais envie de pleurer. Je vais pas pleurer devant mes employés, c'est sûr. Donc, après ça, c'est de le vivre dans des bons moments adéquats, mais c'est important de quand même prendre le temps en tant que gestionnaire pour soi, pour justement vivre ces émotions-là, puis pour justement pouvoir permettre
à tes employés d'être là pour eux, d'être disponible comme mentalement parce que tu t'occupes bien de toi, tu sais. Puis je pense que c'est la même chose en amitié, de dire que tu peux être disponible pour tes amis quand ils en ont besoin, c'est parce qu'à la base, tu prends soin de toi, tu sais, c'est le même principe. Ouais, vraiment. Puis comment t'as finalement réussi à passer à travers cette phase-là de ta vie? Comment j'ai fait pour m'en sortir? Tu sais, pour être honnête avec toi, j'étais tellement bas que j'avais plus rien à perdre. Donc, moi, dans ma vie, juste pour te donner une référence, je ne prends pas de médicaments. Juste parce que j'ai pas été habituée comme ça quand j'étais jeune. Ma mère était juste pas fan de ça, elle nous a pas bourré de médicaments. Puis, ça a vraiment fait en sorte que moi, mon système immunitaire, ou je sais pas, mon corps, il ne gère pas de médicaments parce qu'il n'y en a juste jamais eu, puis c'est normal qu'il ne sache pas quoi faire avec ça. Puis pour te donner une référence, tu sais, j'ai jamais pris une Advil ou une Tylenol, là, genre jamais, jamais, jamais. Là. OK, je comprends. Quand j'essaie, mon corps le rejette. Mhm. Donc, c'est juste te donner une idée comment, pour moi, les médicaments, c'était pas une option qui était envisageable, en fait, pour me sortir de ma dépression. Puis, à un moment donné où, justement, l'épisode que je te parlais, où je perdais la vue dans mon cours, je faisais des crises de panique qui étaient tellement sévères que j'ai pas eu le choix. Tu sais, quand j'étais rendue à faire, puis à ce moment-là, je me rappelle, là, je travaillais justement parce que j'étudiais en design, puis je voulais, en terminant l'école déjà, avoir mon entreprise parce que je faisais déjà quelques petits contrats à mon compte comme designer pour des clients pendant que j'étais à l'école. Donc, je voulais un emploi qui était relié à mon travail. Bref, pour aller chercher de l'expérience. Je travaillais dans un magasin de plomberie spécialisé à ce moment-là, puis on vendait des bains autoportants. OK. Et dans le backstore, ben, il y avait un bain que je crois à ce moment-là, quelques semaines avant, un client avait rapporté donc un bain qui était déballé dans le backstore. Puis je sais pas pourquoi, mais mon cerveau a associé ce bain-là comme un safe space, en fait. C'était vraiment mon endroit parce que oui, quand je travaillais, en fait, le magasin, on était ouvert jusqu'à 9 heures tous les soirs de semaine. Donc, mes boss avaient terminé. Moi, j'étais toute seule à gérer le magasin. Puis, il y avait tellement pas de clients, honnêtement, que je pouvais me permettre d'aller faire une petite crise de panique dans le backstore, puis il y avait personne qui rentrerait. Tu sais, je savais qu'il n'allait rien arriver. Par contre, on dirait que vu que j'associais le bain comme un safe place, quand je sentais que la crise de panique montait, j'allais dans le backstore m'asseoir dans ce bain-là. Puis je faisais ma crise de panique-là. Puis j'ai vraiment développé, je pense que c'est vraiment de la survie. Tu sais, quand on dit quand ton corps, en fait, quand tu fais une crise de panique, ton cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est t'envoyer des signaux d'alarme pour te protéger, en fait, parce qu'il se sent en danger. C'est ça qui se passe. C'est ça que ma psy m'a expliqué, parce que oui, j'ai été consultée par la suite, mais ce qui se passe, dans le fond, c'est que ton cerveau pense que ta vie est en danger. C'est carrément ça qui se passe. Puis pour te protéger, ben comme moi, je t'expliquais tantôt, lui, il voulait me protéger de mes traumas d'enfance, mes souvenirs. Donc moi, je perdais la vue, tu sais, j'entendais plus rien. J'étais vraiment en mode, faut juste que je survive à ma crise de panique. Fait que je m'assoyais dans le bain, puis je te jure, c'était toujours la même. J'en faisais tellement souvent, c'était tellement récurrent qu'on dirait qu'est-ce qui fait peur. Pour les gens qui n'ont jamais fait de crise de panique, en fait, vous allez pouvoir mieux comprendre, c'est que qu'est-ce qui fait peur quand tu fais tes premières crises de panique, c'est que tu sais pas comment la gérer. Il n'y a pas beaucoup d'informations, je trouve, qui est donnée par rapport à la santé mentale. On n'en parle pas, c'est tabou. Puis moi, à ce moment-là, quand j'ai débuté ma dépression, j'ai été à peu près 3 ans en dépression sans savoir que je vivais ça parce que je n'étais même pas capable de mettre des mots pour taper sur Google pour savoir qu'est-ce que j'avais, tu sais. Puis, moi, c'était tellement rendu récurrent, les crises de panique, que je savais tellement bien comment la gérer que ça me faisait plus peur. J'étais comme, OK, ça va durer 15 minutes, on part le chrono dans 15 minutes, tu vas être revenu, puis tout va bien aller, genre. Je me parlais vraiment
je me rassurais moi-même. Puis c'est pour ça que je te dis, c'était vraiment de la survie. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver cette force-là. Juste pour te donner à quel point j'étais rendue bas. À ce moment-là, dans ma vie, j'étais tellement à bout que juste de me lever, exemple, j'étais couchée dans mon lit, puis juste de m'asseoir dans mon lit pour prendre la couverture, la tirer vers moi, c'était une épreuve. Comme j'étais pas capable de m'asseoir dans mon lit pour m'abrier. Après ça, de savoir qu'il fallait que je m'habille le matin, je pleurais à tous les matins juste de choisir qu'est-ce que j'allais mettre. Je te dis, là, tout était une montagne. J'avais pas la force de me faire à manger, j'avais pas la force de rien faire, en fait. Puis, je sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais c'est ça. Je pense que c'était plus de la survie. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as comme réussi à retrouver cette énergie-là, ce désir-là de juste vrai, de t'habiller, tu sais, les trucs de base, là? En vrai, il y a 2 facteurs. Pour être honnête avec toi, il y a eu à ce moment-là dans ma vie Max, qui est mon chum encore à ce jour, que là, ça va faire déjà 5 ans qu'on est ensemble, c'est fou. Mais qui est arrivé dans ma vie comme un ange, carrément, descendu du ciel. Puis ce gars-là, notre histoire, elle se peut pas dans le sens, tu sais, moi, je crois toujours que les gens qui croisent ta route, il y a une raison. Puis Max est clairement arrivé à ce moment-là de ma vie parce que j'avais besoin de lui pour justement, j'avais besoin de son support, j'avais besoin de son calme parce que quand tu vis des crises de panique, tu es tellement stressé. Puis déjà, je suis assez énergique dans la vie, mais quand là, je faisais 2 crises de panique par jour, j'avais vraiment le stress dans le tapis tout le temps. Je shakeais constamment, je tremblais. J'avais comme trop d'énergie qu'il fallait que je gère à l'intérieur de moi. Puis Max est vraiment arrivé un beau moment où il aurait pu partir en courant, tu comprends? Il aurait pu... En fait, tu comprends, j'ai jamais été à une place aussi triste que ça dans ma vie. Puis lui est arrivé, puis il m'a accepté au plus bas de ce que j'ai été. Il me faisait à manger, il préparait mes vêtements à chaque soir sur le bord, sur mon panier de vêtements pour le matin, parce qu'il savait que pour moi, c'était difficile de choisir mes vêtements. Puis ça me prenait tout le peu d'énergie que j'avais, en fait, de choisir qu'est-ce que j'allais mettre. Fait qu'il a vraiment fait beaucoup de sacrifices. Il s'occupait de l'appartement au complet. Il faisait tout le ménage. Il me faisait à manger à tous les jours. Il m'abriait le soir dans mon lit. Vraiment, en fait, ce qui s'est passé, pour te faire une histoire courte, c'est que, sans rentrer dans tous les détails, mais c'est comme, étant donné que quand j'étais jeune, j'ai dû être un parent vraiment jeune. Je n'ai pas vécu mon enfance. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma dépression, c'était mon cerveau qui me criait « Tu as une enfance à vivre, en fait. » C'est ça qui s'est passé. Donc, moi, c'est comme si Max a été temporairement un parent pour moi, mais en début de relation, tu comprends? Parce que lui me rencontrait si j'étais dans cette période-là. Donc, il aurait très bien pu pas vouloir être avec quelqu'un. Tu sais, tu commences en relation, c'est censé d'être wow, c'est censé d'être euphorisant, c'est censé t'es censé d'aller en date, d'avoir des papillons. Et moi, je n'étais pas capable de sortir de chez nous, tu comprends? Fait après ça, lui, peut-être, on va dire, la lune de miel du début, il l'a pas vraiment eu, tu comprends? Fait qu'il aurait vraiment pu partir en courant. Puis, on s'entend que c'était carrément d'être en couple avec une personne comme moi, à ce moment-là, qui vivait quelque chose d'aussi deep que ça. C'était une responsabilité, là, carrément. Là. C'était vraiment de prendre en charge quelqu'un. Puis, en même temps, c'était souvent quelque chose que je discutais avec ma psy aussi. C'est que je me sentais mal, en fait, parce que moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui s'est arrangé toute seule. Ma mère était monoparentale. J'ai été le parent de mon frère et ma sœur quand j'étais super jeune. Donc, je veux dire, j'ai jamais demandé d'aide à personne. Puis de piler sur ton orgueil pour accepter l'aide que quelqu'un t'offre, c'est vrai, ça a vraiment été difficile pour moi, en fait.
C'était vraiment tout le temps quelque chose que je parlais parce que quand on fait une crise de panique, en fait, moi, je blackais out, mais c'est ton subconscient qui parle. Fait que tu vas dire des choses sans, comment je pourrais dire, tu sais, souvent, je disais des choses que j'aurais pas dit dans la vraie vie, tu sais. C'est comme mon subconscient parlait. C'est comme si quand je faisais une crise de panique, j'étais saoule, mais vraiment à un degré intense qui faisait que je disais à peu près n'importe quoi. Sauf que au lieu de dire des niaiseries qui font pas de sens, ben je disais les choses que mon cerveau veut vraiment dire haut et fort, que moi je refoule depuis des années, tu comprends? Donc quand je vivais mes crises de panique puis que je blackais out, ça m'arrivait souvent d'en faire quand je revenais de l'école parce que j'étais vidée d'énergie. Puis c'était vraiment, là, je te dis, là, Tania, un rituel. Tu sais, quand je te dis, Max aurait pu se sauver en courant n'importe quand, là, durant la relation, puis il a décidé de rester. Puis je pense que c'est ça qui est beau aussi de notre relation. Mais c'est qu'à chaque soir, j'arrivais de l'école, je fermais la porte d'entrée, puis on était dans un petit 2,5 en plus à ce moment-là. Tu sais, quoi de plus dépressif que ça? Je sais pas, mais c'est ça, je rentrais, on était dans la cuisine, je tombais carrément, je me laissais périr sur le tapis d'entrée. Et là, ma crise de panique commençait. Puis j'étais adossée à la porte d'entrée qui était fermée. Puis là, Max, il savait que souvent, ben, ça file pas vraiment quand j'arrive. Fait qu'il venait me voir, puis il venait s'asseoir par terre avec moi sur le tapis. Sauf que, étant donné que quand je faisais des crises de panique, je blackais out, ce qui se passait, c'est que je lui parlais pendant 1 heure, mais j'avais aucun souvenir de notre conversation. Puis quand ma crise de panique se terminait, puis je revenais à moi, j'avais aucun souvenir de ce qu'on avait parlé. Puis Max me racontait, tu m'as parlé de ça, on m'a parlé de telle chose. Puis je te jure, j'avais aucun souvenir. Encore à ce jour, je sais pas de tout ce qu'on a parlé durant toutes les crises de panique que j'ai fait, tu sais. Puis souvent, c'était un sujet que il paraît, c'est Max qui me l'a raconté, mais que je disais tout le temps à Max, que je lui disais, je veux que tu t'en ailles, je veux pas que tu restes avec quelqu'un comme moi qui est malade, je veux pas te donner comme ce trouble-là, je veux pas être un fardeau pour toi, puis c'était tout le temps quelque chose, en fait, que je voulais pas accepter son aide, puis elle a vraiment été quelque chose qu'il a fallu que je travaille avec ma psy, puis c'est ça que je lui disais, tout ça pour faire le full circle à qu'est-ce qu'on parlait, mais qu'est-ce que ma psy me disait quand je lui disais, j'ai vraiment l'impression de lui nuire à sa vie en ce moment, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il a pas qu'il a pas envie d'être là parce qu'il m'a jamais fait sentir ça, mais j'ai dit, moi, si j'étais à sa place, je le ferais pas pour quelqu'un, tu sais, tu comprends? À ce moment-là, dans ma vie, je l'aurais pas fait. Puis elle me disait, peut-être qu'il y a une utilité pour Max aussi d'être là pour toi. Peut-être que lui, ça lui apporte quelque chose. Fait qu'elle m'a juste comme dit ça comme ça. L'idée a grandi dans ma tête. Puis on en a reparlé durant une autre consultation, ma psy et moi, pour me rendre compte que finalement, puis aujourd'hui, j'en reparle ouvertement avec Max, puis il me le dit ouvertement qu'à ce moment-là, lui, il avait besoin de sauver quelqu'un. Il avait besoin d'avoir quelqu'un Parce qu'en fait, Max, au moment de sa vie où il m'a rencontré, il n'y a jamais eu de gros projets, il n'y a jamais eu d'accomplissement, il n'y a jamais eu de projet à lui. Puis ce que ma psy me fait me rendre compte, en fait, c'est que moi, j'étais le projet de Max. Il voulait me sauver. Tu comprends? Fait après ça, je suis comme, pourquoi un gars aussi parfait reste avec une crotte dans l'univers comme moi, tu sais, j'étais comme, ça se peut pas, c'est sûr, tu sais, après ça, tu reconnais ta valeur comme personne, puis t'es comme, c'est sûr que, OK, il doit me trouver belle, il doit trouver que j'ai telle ou telle qualité, mais c'est quand même lourd d'être avec quelqu'un qui règle ses traumas d'enfance, puis tu sais, j'en avais pas juste un là, à régler, là, fait que ça a été un gros, gros, gros travail, puis encore à ce jour, je continue, tu sais, tu me demandais comment te faire t'en sortir. Tu
c'est sûr et certain que je continue encore à ce jour de travailler sur moi, mais on va dire, j'ai guéri le plus gros que j'avais à guérir, puis j'ai pas eu le choix, en fait. Pour revenir à ce que je disais par rapport aux médicaments, ayant jamais pris de Tylenol ou rien, ben j'ai pas eu le choix de me résigner à prendre la médication juste pour me sortir la tête de l'eau un peu parce que là, j'arrivais plus à m'habiller, je m'alimentais plus. Max s'ostinait avec moi juste pour que j'aille prendre ma douche, que je me brosse les dents. Fait que tu vois à quel point juste me brosser les dents, ça me demandait énormément d'énergie mentale que j'avais Mhm. plus à ce moment-là. Fait que tout était une montagne toute ma vie. Puis à ce moment-là, dans ma vie aussi, il n'y a rien qui allait. J'aimais pas l'emploi étudiant dans lequel j'étais. Ça me stimulait pas. Puis comme je t'expliquais tantôt, mon cheminement scolaire a fait que j'étais avec des gens plus jeunes, que je connectais zéro. Je me sentais pas à Ouais. ma place. Je faisais déjà des contrats clients à mon compte étant à l'école. Donc, je Mhm. goûtais déjà un peu, tu sais, je voyais la business comme juste devant moi, mais je pouvais pas parce que là, il fallait que je termine l'école, je pouvais pas faire ça à temps plein. Euh, Également, financièrement, à ce moment-là, ça allait pas du tout. Avec ma famille, ça a été la pire période à ce moment-là, comme rien n'allait. Donc, c'est Mhm. ça. C'est tout ça pour dire, j'ai pris de la médication. Puis le pire là-dedans, c'est que je pense que j'en ai pris comme 3 mois. Comme de la manière que c'est fait, c'est que la médication que tu prends pour la dépression, puis comme moi, mon corps aussi était zéro habitué d'ingérer des médicaments. La Mhm. médication, finalement, ben le médecin qui m'a prescrit à l'urgence parce que j'avais plus de médecin de famille, puis j'étais sur le bord. Tu sais, j'avais des idées noires, disons, là, quand j'étais allée chercher ma médication. Fait Mhm. il m'a prescrit, en fait, quelque chose qu'ils prescrivent aux gens en fin de vie. Tu sais, exemple, quelqu'un qui aurait un cancer des os puis qui a tellement mal au corps qu'il veut plus sentir son corps, ben il prend ça pour comme alléger la douleur de la personne avant de mourir. Ben là, à ce moment-là, moi, je prenais ça pour dormir le soir. Parce que des fois, je pouvais passer 3 nuits complètes sans dormir. Et après ça, ben, j'allais à l'école, zéro disponible mentalement. Puis la médication, ben, comme c'était une grosse dose qu'ils me donnait aussi, je devais habituer mon corps tranquillement pas vite pour me rendre à cette dose-là. Fait qu'au début, tu commences, t'en prends comme tant de milligrammes, qui est vraiment pas beaucoup, puis tu augmentes un peu graduellement, en fait. Puis ça se fait sur une période d'1 mois pour que ton corps s'habitue. Pendant ce mois-là, honnêtement, j'étais un légume. Là. Comme prendre de la drogue, ça doit être moins pire, honnêtement. Là, je te jure, j'étais pas là, là. J'étais là dans mes cours physiquement, mais mentalement, pas du tout. C'est pour OK. ça que je te dis, tu sais, j'en ai pris 3 mois, mais ça a été le 3 mois qu'il me fallait pour justement me sortir la tête de l'eau. Puis le problème, c'est que quand tu es en dépression, Mhm. tu as l'impression qu'il n'y a rien que tu peux faire, en fait, pour changer la situation. Puis c'est ça qui te fait faire de l'anxiété parce que tu as l'impression que tu vas rester pris dans ce trou noir-là toute ta vie, tu sais. Puis il y a un moment, à ce moment-là, je pensais vraiment que j'allais rester comme ça toute ma vie. Fait que la médication, en fait, m'a juste permis de changer mon mindset. C'est vraiment ça. Parce que, tu sais, pour être honnête avec toi, là, prendre des médicaments, que ça soit une dépression, que ça soit n'importe quoi, je pense qu'il y a un peu un effet placebo aussi de dire que c'est comme une béquille, Mhm. que ça aide. Tu sais que quelque chose est chimiquement censé se passer dans ton corps, donc on dirait que ton cerveau va comme penser en conséquence aussi. Mais le plus gros qui m'a permis en fait de sortir de ça, c'était vraiment mon changement de mindset. Puis après ça, ça a été très confrontant aussi d'aller gratter des bobos il y a vraiment longtemps. Puis comme je t'expliquais tantôt, il y avait beaucoup de souvenirs aussi que j'avais oubliés. Puis ça m'arrivait souvent d'être dans mon cours à l'école puis d'avoir des flashbacks quand les souvenirs revenaient. Fait que de voir des pas très belles images de mon enfance popper pendant un cours à l'école, j'étais comme wow, OK, mon cerveau, il me confrontait vraiment. Fait que, tu sais, quand je te dis que j'avais des choses à régler,
ça faisait trop d'années que je les refoulais, ben là, mon cerveau me le mettait en pleine face, puis j'avais pas le choix de dealer avec ça, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que j'avais juste rien à perdre. Fait que de prendre la médication, ça m'a vraiment aidé. Puis aussi, j'ai consulté une psy, comme j'ai mentionné tantôt. Puis le pire là-dedans, c'est que j'ai été la voir 4 fois. OK. Juste 4 séances de... Je pense que j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur de moi. Puis aussi, qu'est-ce qui fait, c'est que la dépression, ça t'isole, en fait. Tu veux pas que les gens te voient comme ça. Tu veux pas que les gens te voient malheureux. Donc, moi, dans mon cas aussi, je faisais de l'anxiété sociale. Mon anxiété était tellement rendue grande que juste d'aller à l'école, ça me demandait une charge mentale énorme parce que j'allais croiser des humains, tu comprends? T'sais? Juste te donner une idée, j'allais mettre du gaz dans mon auto, puis le fait de devoir penser à faut que je rentre à l'intérieur pour payer. T'sais, on s'entend, l'interaction dure 15 secondes. Passe, oui, allô, telle pompe, puis c'est fini, là. Mais juste de payer mon essence, ça me faisait capoter. Ouais, pour vrai, c'est ça. Tout était très confrontant, puis juste de justement aller voir cette psy-là, puis de parler à quelqu'un de confiance aussi. Puis en vrai, tu sais, tu parles à une psy, tu payes quelqu'un pour parler, pour avoir quelqu'un qui t'écoute, tu sais. Mais le principe est que si tu disais toutes ces choses-là à un ami qui comprendrait sûrement super bien puis qui serait à l'écoute aussi, ça reste que il y a des choses que tu vas te limiter ou que tu vas pas raconter de la même façon. Fait que là, je pouvais vraiment parler à quelqu'un sans filtre. Puis je te jure, j'arrivais dans ces consultations-là, c'est des consultations d'1 heure, puis c'est tout le temps ça. Je pense, en tout cas, un peu pour les gens qui ont vécu une dépression savent, mais la première fois, quand tu arrives chez la psy, puis elle te dit, elle va même pas te poser de questions, elle est comme, ça va. Puis là, je partais, puis je pleurais, puis là, je déballais tout mon sac. Là. Pendant 1 heure, je parle. Puis là, elle était comme, bon, mais la consultation va être terminée. J'étais comme, quoi? Ça fait 8 minutes qu'on parle. Mais c'est ça me faisait juste, je pense, tellement du bien d'avoir un deuxième avis aussi, tu sais, quand tu es quelqu'un qui est pas impliqué émotionnellement dans ta vie, puis qui est un petit peu comme un petit oiseau au-dessus de toi, puis qui peut évaluer. Puis on s'entend qu'un psy a des compétences aussi, donc c'est sûr qu'elle a pu justement, tu sais, me référer à des gens de confiance ou, tu sais, des trucs, tu sais, comme là, qu'est-ce qui se passait, c'est que quand je voulais avoir ma médication, en fait, j'avais pas de médecin de famille, puis elle m'avait dit qu'il y avait comme une clinique où l'urgence, tu sais, en vrai, tu peux attendre des fois 24 heures parce que c'est pas considéré comme prioritaire, tu sais, pour aller chercher voir un médecin pour te faire prescrire des antidépresseurs. Mais c'est ça, à ce moment-là, elle me parlait d'une clinique qui était publique, fait que ça m'a rien coûté, puis que je pouvais avoir un rendez-vous le lendemain sans devoir attendre 24 heures à l'urgence. Fait que bref, plein de choses qui font, qui stimulent finalement, puis qui font que... Puis il y a beaucoup de... Tu sais, c'est sûr et certain, Max a été une des raisons de pourquoi aujourd'hui je suis là encore, parce que je serais pas là pour te parler, évidemment. Puis aussi, je te mentirais pas que l'image que je donnais tout le temps à tout le monde de quand j'étais en dépression, c'était que je tenais à un fil. Tu sais, j'étais à un fil de la mort. Tu sais, j'aurais pu juste passer à l'acte, puis ça prenait pas grand-chose. Ça n'aurait pas pris grand-chose, en fait. Le seul fil qui me retenait, c'était ma business. OK. Wow. Parce que j'avais commencé ce projet-là, puis ça me tenait tellement à cœur, puis c'était la seule lueur d'espoir que j'avais de créer une vie que j'aurais aimé avoir, tu sais, d'avoir une job que j'aime. C'était un rêve que je caressais d'avoir une grosse entreprise à succès et d'avoir des employés aussi. C'était vraiment quelque chose qui était à ce moment-là dans ma vie tellement inaccessible. Mais j'ai été assez folle pour croire en moi, pour me dire un jour, ça se peut. Peut-être que tu pourrais te rendre là, tu sais. Fait que c'est comme la seule chose qui m'a retenue, en fait. Wow, c'est tellement puissant. Puis une fois que tu as réussi à t'en sortir,
Là, tu me disais que tu avais déjà des clients pendant que tu étais aux études. Comment ça s'est fait? Comment tu as réussi à avoir de plus en plus de clients puis à créer une marque plus grande Mhm. que toi comme travailleur autonome? Oui, ben c'est une excellente question. En fait, moi, je démarrais, ben, comme je t'expliquais, la technique que j'ai fait, moi, c'est au Cégep de Trois-Rivières. Donc, à ce moment-là, j'habitais chez ma mère dans un petit village entre Drummondville et Trois-Rivières. Puis, j'avais beaucoup encore de gens là, que je connaissais de Drummondville aussi parce que j'avais été au primaire et au secondaire là-bas. Comment j'ai débuté mes premiers clients, honnêtement, ça a été des gens, des références. Ça a été des gens qui connaissais ma famille. Je sais que j'ai eu une dame où je lui avais fait, par exemple, des plans pour un foyer électrique qu'elle voulait encastrer puis mettre sa télé au-dessus dans son salon. Fait que j'avais fait comme un petit plan d'élévation de mur pour le salon. Mais elle, c'était une, une dame qui avait été au primaire, à l'école primaire avec ma tante. Fait que, tu sais, c'est comme toutes OK. des petits, ma nièce fait ça, ou, tu sais, comme je commençais, il y a aussi ma coiffeuse que j'ai eue ben, quand j'habitais entre Drummondville et Trois-Rivières, que j'ai eue pendant vraiment une couple d'années, qu'elle, elle a été à ce moment-là, elle se faisait construire sa maison, puis elle voulait son salon dans sa maison. Fait que j'ai fait son salon de coiffure. Fait qu'elle, je la connaissais parce que c'était ma coiffeuse, évidemment. OK. Fait que ça a été juste des petits référencements comme ça. Puis de fil en aiguille, ben c'est sûr que quand tu donnes un bon service, tu sais, pour moi, le Mhm. service client, c'est une des raisons, je pense, qui fait que je réussis peut-être aussi bien aujourd'hui. Tu sais, oui, une espèce de prise de risque où en affaires, plus tu prends des risques qui sont élevés, ben plus le reward à la fin que tu vas avoir va être vraiment énorme, tu sais. Mhm. Mais je pense que juste de retourner aux bases puis de donner un bon service client, ben après ça, tu n'as pas à travailler pour aller chercher tes clients. C'est tes clients qui font juste se multiplier, tu sais. Mhm. Tes bons clients t'amènent d'autres clients. Puis souvent, qu'est-ce qui est cool de ça, c'est que quand ton client cible t'amène des gens, c'est souvent des gens comme lui. Fait qu'il t'amène d'autres clients cibles aussi. Fait que souvent, c'est ça, les gens Ouais. qui vont être préférés, ça va être un peu c'est ça, des amis, de la famille. Ça va souvent être des gens qui vont se ressembler. Fait que c'est ça, mais j'ai vraiment commencé tranquillement comme ça. Puis après ça, comment je pourrais dire, ça s'est tellement passé vite, honnêtement. Là, tu sais, ça va faire le fait 5 ans, en fait, début avril, que OK. j'ai mon entreprise et honnêtement, on dirait que ça s'est tellement passé rapidement. On dirait que j'ai un souvenir de comme mon début d'entreprise, mais j'étais tellement dans l'action que Ouais. concrètement, et je me rappelle pas qu'est-ce que je faisais. Je sais que je faisais tout ce que je pouvais faire qui est dans mon pouvoir. Je me rappelle quand je commençais, j'avais fait une feuille avec mes premiers petits forfaits que j'offrais pour la gestion de chantier, faire les visuels 3D, faire les plans. J'avais tout imprimé ça, j'avais tout plié, j'avais mis des cartes d'affaires, j'allais porter ça dans les boîtes aux lettres dans tous les quartiers proches de où Wow. j'allais à ce moment-là. J'allais coller ça sur des boîtes aux lettres. Comme je prenais vraiment beaucoup d'initiatives que je pense c'est cute au début de voir, tu sais, une jeune entrepreneur. Tu sais, je pense que quand on commence, on veut mettre toutes les chances de notre côté aussi. Fait que moi, c'était ça que je Ouais. voulais. Puis aussi, tu sais, là, sachant, tu sais, le parcours là, que j'ai eu, que je viens de te raconter, ben c'est sûr et certain que moi, ma Ouais. business, tu sais, c'était la seule chose que j'avais, tu comprends? À ce moment-là, j'avais coupé les ponts avec ma famille. Toutes les Mhm. amitiés que j'avais étaient toxiques. Donc, j'avais vraiment fait un méga ménage dans ma vie. Euh, Puis, je repartais vraiment là, à zéro. Là. Donc, j'avais rien qui me retenait de travailler trop, tu sais, dans le sens, à ce moment-là, j'ai vraiment mis ma vie sociale de côté. Je voyais pas ma famille parce que c'était pas top. Mais Mhm. bref, c'est ça. Ça m'a permis aussi peut-être justement de pouvoir mettre la pédale de gaz dans le fond, comme on dit en bon québécois. Mais c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup, je pense, toi aussi, tu l'as vécu, mais quand on commence, c'est de. Moi, je travaillais régulièrement, tu sais, de 5 heures le matin à 10 heures le soir. J'allais me coucher, puis je repartais. Tu sais, c'était tout le temps ça. Je faisais juste travailler, travailler, mais en même temps, quand on est passionné, ben, ça se ressent aussi chez les clients, là, tu sais.
C'est sûr, on voit moins le temps passer quand on aime ça. C'est quoi que tu dirais qui a été ton plus gros défi dans cette aventure-là? Par rapport à mon entreprise, mon cheminement Ouais, ou... par rapport à ton entreprise, disons, toute la création, le développement. Oh, j'en ai eu des défis. Choisir comme... Ben, il y en aurait plusieurs, je pense, mais le plus gros, tu me dis, Tu peux je en pense, choisir deux, trois, là, si c'est ce qui te vient à l'esprit. Il n'y a pas de règle. ben, ce qui me vient en tête rapidement, c'est ben, par rapport justement au travail que j'ai fait, le cheminement personnel que j'ai fait au travers de, bon, quand j'ai guéri ma dépression, ben après ça, moi, ce travail-là, j'ai continué de le faire, veux pas, parce que en Mhm. ayant une équipe, il faut que tu travailles sur toi. Tu peux pas accueillir des gens dans un lieu de travail, surtout là avec la pandémie qui est virtuelle. Tu sais, nous, on n'a toujours pas de bureau à ce jour. Je caressais l'idée d'avoir des bureaux avant la pandémie. Mhm. Et 2 mois avant le début de la pandémie, moi, je regardais là, pour louer un bureau, là, des locaux là, pour ça. Là. Fait que en tout cas, j'ai juste mis ça sur pause. Et ça va être, oui, tu sais, c'est sûr et certain qu'on va avoir des bureaux un jour, mais pour le moment, on fonctionne bien à distance. Puis je pense que ça donne un petit confort aussi aux filles de l'équipe de pouvoir travailler de chez elles. On perd beaucoup moins de temps sur la route aussi parce qu'on est déjà vraiment beaucoup en déplacement pour aller chez nos clients. Mais bref, Mhm. le plus gros défi, je te dirais, c'est vraiment le travail que j'ai dû faire sur moi parce que j'étais vraiment quelqu'un, quand j'ai démarré mon entreprise, qui voulait tellement bien faire les choses. Je voulais tellement m'assurer. En fait, j'ai travaillé pendant 3 ans toute seule avant d'avoir les premières personnes qui travaillent pour moi actuellement. Puis quand tu es habitué de rouler toute seule, de Mhm. gérer un volume de projet X, euh, c'est correct, mais là, d'intégrer quelqu'un là-dedans, puis de toujours être obligé de passer en arrière, pas parce que la personne ne fait pas bien son travail, mais juste parce que tu es trop insécure par rapport Mhm. à j'ai bâti ma crédibilité pendant 3 ans. La qualité de mes plans est reconnue par tous les contracteurs qui ont passé dans mon cheminement, dans ma vie, dans tous les chantiers que je vais. Nos plans sont reconnus pour être précis, qu'il n'y a pas d'erreur, que tout est à sa place, qu'il y a aucune confusion sur nos plans. Puis j'ai travaillé, en fait, pour bâtir cette crédibilité-là auprès de tout le monde. Puis je veux tellement pas bâcler qu'est-ce que j'ai bâti. Puis je pense que c'est tout ça un peu notre défi comme entrepreneur quand on commence à engager des gens. C'est qu'on dirait Mhm. que ton entreprise c'est tellement quelque chose de personnel, surtout quand tu es toute seule dedans, puis tu as bâti, tu as tellement tout donné ce que tu avais à donner. Puis on dirait moi encore plus parce que j'avais rien à perdre. Puis si ça fonctionnait pas, ben j'avais plus de vie, tu sais. C'était ça ou rien. Fait que Mhm. j'ai tout mis ce que je pouvais. J'ai mis mon cœur sur la table. C'est carrément ça que j'ai fait. Puis après ça, j'étais trop stressée quand j'ai commencé à engager des gens parce que je voulais tout contrôler. Je regardais tout. Je pouvais demander des fois jusqu'à 3 fois, est-ce que tu as fait telle chose? Mais la personne Mhm. avait super bien fait. Mais c'est ça, le point que je veux, où je m'en vais avec ça, c'est que il a vraiment fallu que je travaille sur ma personne. Puis à ce jour, je suis une boss que je te donne une liste de tâches, mais comme je veux pas savoir si tu as travaillé de telle heure à telle heure. Je veux juste que les choses soient faites. Je veux juste qu'à la fin de la semaine, tout soit fait. Puis comme Mhm. si je t'engage, c'est parce que je considère que tu as des compétences pour travailler dans mon équipe. Puis je te mentirai pas que la barre est mise très haute. C'est la qualité de nos plans. Tu sais, c'est sûr et certain que le marché, tu sais, j'en vois passer des plans là, quand j'arrivais. Ça nous est arrivé là, quelquefois de se faire appeler parce qu'un client est en chantier puis il y a trop d'erreurs sur les plans puis nous, il faut qu'on retourne mesurer parce qu'une autre designer X qui travaille pas avec nous a mal fait des plans, tu sais. Fait que réparer l'erreur d'autres, ça m'est arrivé souvent puis Mhm. c'est c'est quelque chose que moi, je veux jamais qu'il arrive. Donc, c'est ça, c'est juste de, comment je pourrais dire,
de pas perdre qu'est-ce que j'ai bâti finalement. Puis ça a été vraiment une grosse peur que j'ai eue quand j'ai commencé à engager des gens. Sinon, un autre défi, un gros défi que j'aurais eu en entreprise. Non, je te dirais, je pense que ça serait plus ça, en fait. Mes défis ont vraiment pas mal tout le temps été comment je pourrais dire, plus au sens développement personnel. OK, ben ça fait du sens. Puis pour les gens qui se demandent là, à quoi ça ressemble ton entreprise aujourd'hui, tu dis que tu as une équipe. Peux-tu nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Oui, ben en fait, moi, ma structure est faite pour expliquer brièvement notre travail, en fait, quand on va faire un projet, quand vous appelez une designer d'intérieur, ils vont pas nécessairement fonctionner comme nous. Moi, j'ai vraiment créé un service, en fait, on appelle clé en main. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment partir des photos d'inspiration Pinterest du client, puis de se mettre dans la tête du client pour lui créer un espace qui va vraiment lui ressembler, puis qui va correspondre à ses besoins, qui va répondre à son budget aussi, c'est sûr. Mais je veux pas, tu sais, il y a certaines designers, des fois, qui font juste un style en particulier, par exemple. Mais nous, on va vraiment s'adapter à tous nos clients, puis on va faire de tous les styles. Donc, dans le processus, il y a un formulaire qui est rempli par le client. Vraiment, il nous envoie ses photos d'inspiration, ses dates d'échéancier pour un possible chantier, son budget. Tu sais, il y a vraiment plein de questions qu'il va remplir. Fait que moi, ça me donne les informations pour quand on arrive à la première rencontre où on va rencontrer le client, on va faire un relevé de mesure, on va jaser avec le client. On a déjà beaucoup d'informations en main pour arriver préparé. Par la suite, maintenant, ma structure est que mon équipe va rentrer les données de tout ce qui a été discuté avec le client durant la première rencontre. On prend des notes, le relevé de mesure aussi, on va venir le mettre sur AutoCAD. Il y a vraiment plein de choses, en fait. Il y a vraiment comme une procédure là, écrite en étape par étape. Pour ceux qui connaissent Asana, moi, tous mes projets clients passent par Asana, fait qu'on s'assure de la conformité de tout, que tout le monde a bien fait sa job. Puis vraiment, là, on travaille tout en collaboration ensemble. Il n'y a aucun projet qu'une fille va faire de A à Z, là, parce que je veux m'assurer qu'il y ait plusieurs paires de yeux qui vont passer sur ce projet-là, parce que je pense que même si les filles sont super qualifiées, des fois, ça reste qu'on est des humains. Là. Je pense qu'on peut faire des erreurs, on peut être fatigué. Il peut aussi avoir un bug de logiciel parce que nous, on dépend beaucoup des logiciels quand on va dessiner des visuels 3D, faire des plans. Fait à ce moment-là, on s'assure de faire plusieurs rondes de vérification aussi avant de présenter le projet au client. Puis par la suite, une fois que le projet conceptuel, on va dire, est terminé, fait que tout ce qui est 3D, on va faire une liste d'achat complète, estimation budgétaire pour le client sur vraiment quelle quantité, exemple, d'encastrer, acheter tes plaintes, tes moulures, tes modèles de porte, la poignée de porte. T'sais, on va vraiment spécifier tout. Fait que, robinetterie, luminaire, matériaux. Aussi, évidemment, mobilier, accessoires, là, c'est sûr qu'on inclut ça aussi là-dedans. Fait que ça, c'est vraiment toute la partie conceptuelle qu'on va présenter au client. On amène les échantillons des matériaux qu'on propose. Puis une fois que le concept est approuvé par le client, ben là, on va faire les dessins des plans. Puis qu'on va envoyer par courriel au client. Fait que ça, c'est vraiment le processus de A à Z. Fait qu'un client qui veut se faire prendre en charge parce qu'il a peur de se faire, on va dire, avoir par quelqu'un dans le monde de la construction, qui veut qu'on réfère des gens. C'est également nous, en fait, qui va faire les demandes de soumission pour le client pour trouver les bons corps de métier pour réaliser son projet. Fait que c'est vraiment... c'est ça. En ce moment, comment tu réussis à structurer ton équipe? Est-ce que c'est des gens qui font comme toi que tu as engagé ou c'est plus des gens qui ont d'autres expertises? Comment ça fonctionne? En fait, ma structure d'entreprise est vraiment faite que maintenant, parce que je dis toujours maintenant, parce que c'est toujours sujet à changer, puis on est dans vraiment une belle croissance en ce moment aussi. Fait que c'est sûr que si on se reparle dans quelques mois, c'est sûr et certain que ça sera plus cette structure-là. Mais pour le moment, moi, j'ai 2 assistantes, en fait, qui sont toutes les personnes que j'engage, tu sais, sauf pour, on va dire,
administration, ces choses-là, c'est vraiment tous des designers. Fait que c'est OK. des gens qui ont la même formation que moi. Fait que ça soit un cours technique, il va avoir le bac aussi qui va se donner. Il va y avoir des DEP qui vont se donner en dessin de bâtiment également. Fait que c'est ça. Fait que c'est toutes des filles qui sont des designers. OK. Et directement, j'ai comme 2 bras droits, en fait, là, mes assistantes, Audrey et Mégane, qui sont vraiment, là, moi, ma structure, comment je l'ai faite, parce que comme entrepreneur, je ne peux pas être partout en même temps. Comme j'ai pas d'entreprise également, tu sais, il y a beaucoup de grandes décisions que je dois prendre. J'ai des meetings d'affaires aussi avec exemple, mon contracteur ou whatever, tu sais, j'ai des rencontres que je dois show up, que je dois assister ou les rencontres clients qu'on doit faire et tout ça. Donc, actuellement, ce que j'ai fait, c'est que mes 2 assistantes sont des dédoublements de moi, carrément. Fait que je les ai formées pour faire le travail que je fais. Fait que qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont faire, leur travail, en fait, va vraiment être en 2 parties. Il va y avoir une partie qui va être plus bras droit, puis l'autre partie où ils vont être vraiment designers. Fait que ça va vraiment venir couper leur semaine en 2 où, justement, je pense que être designer, c'est tellement une job qui est créative. Ça leur permet un peu de fraîcheur quand ils vont retourner faire des projets, de se garder dans le bain, de se garder update sur c'est quoi les tendances. Fait qu'ils vont faire des projets de temps à autre, mais principalement, leur tâche, ça va vraiment être de donner du support aux filles de l'équipe, à toutes les autres designers, en fait, que j'appelle mes dessinatrices. Donc, elles, dès qu'ils ont une question reliée à une tâche en particulier pour un projet X, vont écrire dans le chat dans Asana. Mais si, par exemple, la fille est en train de dessiner un plan, et elle a besoin qu'on confirme une mesure avec elle parce qu'on ne peut pas mettre une mesure au hasard. C'est sûr et certain qu'il faut mettre les bonnes dimensions. Il faut que quelqu'un réponde rapidement. Là, elle ne peut pas perdre 2 heures de travail parce qu'il manque une mesure puis elle est bloquée là. Fait à ce moment-là, moi, j'ai besoin d'avoir des gens parce que je peux pas être en rencontre client ou conduire ou dormir, tout simplement, puis répondre au travail parce que oui, ils vont travailler jusqu'à 3 heures le matin, souvent. Puis aussi, c'est les filles qui font leur horaire. Puis il y en a qui sont plus oiseaux de nuit, mais si je dors puis je peux pas te répondre, là, c'est sûr que les filles sont conciliantes, on s'entend, là, ils vont attendre peut-être une réponse plus le lendemain, mais ce que je veux dire, c'est que Audrey et Mégane vont vraiment être en mesure, puis ils ont la formation, ils ont toutes les mêmes connaissances que moi au niveau design, donc pas qu'est-ce qui est gestion d'entreprise, mais vraiment comme designer, je les ai formés à ma main, comme je dis tout le temps, puis c'est eux qui vont donner du support aux filles de l'équipe. Ils vont répondre beaucoup, ils vont vraiment faire tout ce qui est service client. Fait que répondre aux courriels. On a beaucoup dans notre domaine de questions fréquentes des clients, que ce soit lié par rapport à un stress qui se passe en ce moment sur un chantier. Il y aurait besoin qu'on aille les rencontrer pour faire des choix de matériaux last minute parce que finalement, ils changent d'idée ou toutes sortes de demandes X qu'on doit gérer. Puis il y a vraiment un gros lot de courriels qui rentrent chaque semaine. Fait que les filles vont m'aider à répondre à tous ces courriels-là. Parce que les dessinatrices sont vraiment focusées à faire des projets 24/7, se concentrent à faire que ça. Mais Audrey et Mégane vont vraiment être mon bras droit et mon bras gauche, disons. OK, je comprends. Puis si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait partir son entreprise en design d'intérieur, ce serait quoi? Je vous dirais, puis c'est un conseil que je donne dans tout domaine confondu aussi, puis je pense qu'on l'entend souvent, mais on ne l'applique pas assez, c'est de, comme, lance-toi. Attends pas que tout soit parfait avant de commencer quelque chose. Puis si je ressortais les premiers projets à mon compte que j'ai faits, je regardais, c'est sûr et certain que c'était pas parfait. Puis il y a des choses qu'aujourd'hui, on fait plus du tout de la même manière parce qu'on est constamment, on veut s'améliorer. Je suis tout le temps ouverte aux nouvelles idées. On est vraiment dans l'innovation constamment. Puis je pense que c'est ça. C'est dans tous les domaines confondus. Il faut vraiment se lancer. Puis aussi arrêter de nous-mêmes se mettre des bâtons dans les roues puis de se limiter. Parce que je pense qu'on est en fait, on est la meilleure personne pour nous nuire parce qu'on connaît nos faiblesses en tant que personne, puis on sait... en fait, on est bon pour s'inventer des excuses aussi, je pense. Fait que
c'est vraiment juste d'avoir du laisser aller puis arrêter d'avoir peur finalement parce que c'est de l'inconnu, mais n'importe quoi dans la vie qui est inconnu, un jour quand tu vas le faire, ça sera plus de l'inconnu. Fait que c'est juste de se lancer la première fois, je pense, qui est difficile, mais après, je peux juste dire que ce domaine-là, c'est vraiment un beau domaine. C'est effectivement un domaine qu'il faut être passionné parce que je vous dis, quand vous allez commencer les heures, vous les compterez pas. Puis, je pense que de faire un travail puis de donner autant d'heures gratuitement au début, si t'aimes pas qu'est-ce que tu fais, tu vas juste être malheureux, je pense. Fait que c'est vraiment pensez-y bien avant de s'inscrire là-dedans. Puis, tu sais, je pense aussi, quand je repense aussi à quand j'ai fait la technique à Trois-Rivières, on est juste deux de la cohorte au complet qui, on est vraiment designers, tu sais. OK. En vrai, ça fait un bon tri, je pense, juste d'aller faire le cours. Si le cours est tellement difficile, si tu réussis à passer au travers de l'école, c'est déjà un bon test. Mais c'est OK. rien comparé à tout ce qui t'attend. Tous les beaux défis, c'est tellement un beau milieu, la construction, mais il faut tellement travailler pour redorer l'image aussi. Peut-être que les gens en construction, les années avant, on scrapait l'image un peu, je pense. Fait que là, on doit vraiment travailler en double puis en triple pour faire comprendre aux gens qu'on est des gens de confiance, qu'on est bien intentionnés, mais je pense que c'est normal que les gens aient une petite réticence aussi. Mais c'est ça. C'est vraiment de l'amener plus d'un œil qu'on est là pour les aider, pas pour leur nuire. OK, ben c'est du super bon conseil. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. À travers ce cheminement-là entrepreneurial, est-ce qu'il y a des podcasts, des livres ou peu importe quel autre type de ressources qui t'ont aidé à passer à travers toutes les épreuves auxquelles tu as affronté? Oui, ben c'est sûr et certain que quand j'étais en dépression, j'étais pas très active. Ben en fait, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de faire tout ce que j'aimais de faire, mais Mhm. et après, tu sais, quand je suis revenue à la vie, on va dire, quand j'ai commencé ma deuxième vie, j'ai eu un intérêt plus pour les podcasts, qui là est très tendance en ce moment. Puis je pense que beaucoup de gens écoutent beaucoup de podcasts. Fait que, un que j'ai vraiment aimé, c'était je pense que c'est Geneviève Paré, son nom. Elle a changé le nom de son podcast. Dans le moment que je l'écoutais, c'était pas ça le nom, mais maintenant, elle l'appelle Transcendo. Donc, comme OK. transcendance, mais avec un O à la fin. Fait que Transcendo par Jen Paré. C'est ça le nom de son OK. podcast. J'ai vraiment aimé parce qu'en fait, elle parle d'argent. C'est une ancienne comptable, si je me trompe pas. Ben, je dis ancienne. Elle doit faire ça un peu encore, là, j'imagine, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle partage ses connaissances par rapport à sa relation avec l'argent, comment déconstruire des croyances limitantes que tu as avec l'argent. Elle parle ouvertement de ses chiffres, de comment elle gère l'argent pour sa famille. Des fois, elle va juste faire des podcasts aussi avec son chum où c'est vraiment une conversation ouverte, comme si moi puis Max, on jasait ensemble un soir sur notre balcon avec un petit verre de vin, puis ça change de juste parler de l'argent aussi tout le temps. Puis je pense qu'il y a derrière le podcast d'apprendre à connaître la personne, c'est le fun aussi. OK, super. Fait que je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Pour terminer, est-ce que tu peux dire aux gens où ils peuvent te retrouver, sur quelle plateforme tu es le plus actif? Oui, ben en fait, mon entreprise de design d'intérieur, ça s'appelle l'Atelier Design. On essaye d'être actif le plus possible sur nos réseaux. On est débordé, mais quand même, on poste souvent notre quotidien quand mon assistante vient travailler chez moi et tout. Fait que nous, c'est plus Instagram. Mon compte, c'est l.atelier, barre en bas, design. Fait que juste quand vous allez écrire, de toute façon, dans la barre de recherche, l'atelier design, on va sortir directement. Sinon, on est un peu sur Facebook, mais c'est sensiblement les mêmes publications qu'on va mettre. OK, super. Je note ça aussi. Fait que merci pour ta participation à l'épisode, pour tous tes partages. C'était super intéressant. C'est la première fois que je reçois quelqu'un dans ton industrie qui a fait face à autant d'épreuves. Puis je trouve ça intéressant aussi qu'on ait abordé l'aspect santé mentale parce que je pense que c'est quelque chose de super Mm-hmm. important. Puis comme tu disais, c'est encore très tabou aujourd'hui. Fait que merci de nous avoir partagé ça.
Puis, on reste en contact pour la suite. Ça me fait plaisir d'assister au podcast. Fait qu'on se reparle, on va se recroiser assurément. Merci d'avoir écouté mon épisode avec Cynthia. Ce que je retiens de celui-ci, c'est premièrement d'utiliser ses obstacles personnels pour trouver le courage de poursuivre ses rêves. Deuxièmement, d'offrir un service client hors pair pour faire croître son entreprise naturellement. Et troisièmement, de se lancer même si c'est pas parfait dès le début, parce que c'est comme ça qu'on réussit à bâtir des projets aussi gros que celui de Cynthia.